Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du magazine Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Nous sommes au village de l'Unité nationale, l'une des activités principales de cette 51e édition de la célébration de la fête nationale du Cameroun. Stratégie ce soir vous propose de vous intéresser aux questions de santé publique et notamment à l'alimentation des Camerounais avec 3 reportages qui vous permettront d'avoir une vue assez large sur ce que consomment les Camerounais au quotidien. Pour cette édition du mois de mai 2023, tout en vous souhaitant une bonne fête de l'unité, je vous invite à regarder le sommaire de l'édition de Stratégie. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle, que mangent les Camerounais à midi? Comment font-ils pour avoir de l'eau dans leur domicile? Quelles sont les stratégies mises en place pour lutter contre la vie chère? Les réponses à ces 3 questions sont à retrouver dans la série de reportages que nous vous proposons ce soir. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. La cuisine camerounaise est considérée à juste titre comme l'une des plus riches et des plus variées du continent africain, ce qui oblige le Camerounais à se poser de multiples questions au moment de s'alimenter, notamment lors du repas de midi, l'un des plus importants de la journée. Où et comment s'alimenter? Où et comment trouver un repas de qualité répondant à nos aspirations? C'est une question à laquelle se sont intéressés Anissé Simo, Brice Lionel Fonso et Arnold Dahl dans ce reportage que je vous propose de regarder. Yaoundé, un midi du mois de mai, nous sommes en plein centre administratif. À un jet de pierre des services du Premier ministère et du ministère des Enseignements supérieurs. Dans ce quartier sécurisé, où la brigade de lutte contre le désordre urbain de la communauté urbaine sionne en permanence, les restaurants de fortune ont réussi à installer leur quartier. Ici, c'est sans protocole. Beaucoup de travailleurs du coin s'y posent à midi pour prendre leur déjeuner. Comme là, le rituel est le même partout. Il est midi à Yaoundé, alors on mange. Cependant, qu'y a-t-il dans le menu? Combien dépense-t-on en moyenne pour ce repas? Où le prend-on? Pour vous, Stratégie à braver refus et menaces pour vous offrir à déguster dans cette enquête le midi des Camerounais. Ce midi-là, c'était un midi majeur. On fait le marché. Attends, tu me vois avec. Madame. Ici, la présence des caméras n'est pas la bienvenue. Ils ne souhaitent pas être filmés pendant qu'ils mangent. Alors, nous tournons en caméra cachée. Certains nous prennent pour des espions de la communauté urbaine.
Maman Solange, comme l'appellent affectueusement ses clients, fait la braise ici tous les midis. Elle nous explique que les gros bras de la communauté urbaine appelée ici Awara tentent de les déloger de cet endroit depuis plusieurs mois. Ils y font des tours quasi toutes les 3 heures. Malgré ces tentatives de délogement, l'activité se poursuit ici. Norbert Eba est enseignant. Au maximum 2 fois par semaine, il vient se restaurer ici. À midi, nous sommes obligés de manger les bourratifs parce que le SMIC camerounais est trop bas. Le SMIC là ne nous permet pas de manger normalement ce que nous devrons manger. Et il y a même, voilà, il y a ceux qui ont déjà même fait 2, 3 jours, 4 jours sans manger. Mais nous autres, on se bat pour manger les bourratifs. Et c'est 1 fois par jour, hein, pardon. Quand je mange comme ça, là, dès que je finis, là, je pars moi dormir. À côté de Norbert qui répond à l'appel de son estomac, pour Odile Manga, la faim est un état d'esprit. Bon, à midi, moi je suis au champ. Parfois je ne mange pas. Le travail comble ma famine. Je travaille. Et puis après, là, s'il faut que j'arrête. Et je rentre, je viens manger le soir. Mais ceux qui sont assujettis à la nourriture, c'est pas très évident. Il faut savoir manger et ne pas manger quand le besoin n'y est pas. Et quand on n'a pas les moyens, on n'y peut rien. Donc, on ne peut pas vivre seulement pour manger. Hein? Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. À l'opposé d'Odile Manga qui se fait plaisir avec comme apéritif le partage d'idées, ce jeune homme a besoin de bien plus que cela pour atteindre sa satiété. Oui, allô? Oui, Amogo, c'est comment? Gars, on peut prendre un truc, c'est la pause. Même si c'est le héros ou c'est le poisson brisé, on fait comment? On se retrouve à Foutou. D'accord, tout à l'heure, disons dans 5 minutes. Ok. Je mange chez midi avec mes amis. L'heure approche, il me faut une airtime. Je dis de mes poches, midi sera de taille. Randy Obia, la trentaine environ, est traducteur ici à l'Institut supérieur de management public. La pause sonnée, il invite ses collègues au déjeuner. Une fois parti du bureau, Randy et ses collaborateurs se rendent dans ce bar-restaurant ici au quartier Bastos, non loin de leur lieu de service. J'essaie toujours de trouver les restaurants qui ne sont pas loin du bureau parce qu'on a 1 heure de pause par jour, donc il faut toujours s'assurer à respecter cette heure de pause puisque les horaires chez nous sont très stricts. Donc on cherche toujours des lieux qui sont proches du bureau, dans les environs, les quartiers environnants. Beaucoup de travailleurs de la zone s'y retrouvent à midi. L'endroit a ceci de particulier qu'il regroupe plusieurs restaurateurs. Mais à la différence du précédent, le business y est mieux organisé et se fait de manière licite. J'aime manger léger à midi parce qu'à midi, il faut rentrer au bureau et il faut continuer à servir le public. Donc généralement, quand on mange de la nourriture qui pèse, on a tendance à somnoler au bureau si on ne prend pas une tasse de café. Donc je préfère manger léger, soit les brochettes, soit les filets, soit le poisson. À la différence de ce traducteur qui a une idée de son repas de midi, ses collaborateurs, eux, mangent selon leurs envies et surtout leur budget. Généralement, à midi, ça dépend de mes envies en fait. On peut aller à un budget de 1000 francs, 2000, selon que j'ai envie de satisfaire mes papilles. Je peux me retrouver à prendre un poulet, des légumes, comme c'est le cas actuellement. Il y a 2000, il y a 1500, il y a 2000. Pour Oscarine Mela, il n'est pas question de dépenser plus de 1500 francs pour son déjeuner. Moi, je préfère manger le poisson tous les midis. Et le coût, ça dépend aussi, hein, parce qu'il y a des jours où tu trouves un poisson à 1000 francs, 1500. Bon, ça, c'est le plafond, quoi. Après cette escale au quartier Bastos, nous retournons au quartier administratif de Yaoundé.
Ici, en face de l'ancien palais présidentiel, la communauté urbaine a installé un restaurant pour les travailleurs de la zone. Ici, c'est le restaurant populaire. Bon, ici, par exemple, moi, je vends le héros, on m'appelle Mamé Héros. Parce que les gens aiment trop le héros. Moi, je vends le héros, le couscous de maïs, légumes pistaches, sauce gombo pistache, poulet frit, rôti, poisson frit, des fois le bouillon. Ici, il y a aussi des menus comme le porc, tout ça, mais les gens aiment plus les nourritures du village comme les légumes. Bon, ici, le plat, c'est mi-fin. Les clients sont en majorité des fonctionnaires. Ils viennent généralement des services des ministères environnants. Les gens sont des villes pour venir manger, surtout au ministère de la Santé, aux finances, ils descendent manger ici. Bon, on n'a pas de clients fixes. Toutefois, aucun d'entre eux n'a accepté de nous parler. Néanmoins, nous poursuivons notre enquête. Direction Avenue Fauche, à environ 1 km du restaurant populaire, toujours au centre-ville de Yaoundé. Ici, nous rencontrons Patrick Wonsi, gestionnaire de ce prêt-à-porter. Patrick travaille dans ce quartier depuis au moins 10 ans. Son ancienneté dans la zone lui a permis de dénicher ce tourne-dos moderne. Le prix du plat y est abordable, la quantité consistante et la qualité moyenne. J'aime venir manger chez la dame parce qu'elle prépare bien. Les menus ne sont pas standards, elles varient, il y a plus de variétés. Et par rapport au coût, là, vous voyez ça de manger un plat de ndolé avec des plantains frits. Ce plat par hasard, il me coûte 600 francs. Vu le coût de vie, bon, elle m'oblige par moment et souvent à venir manger chez elle. Parce qu'ailleurs, vous allez trouver des plats dans les 1500, 2000. Bon, avec ma bourse, je ne peux pas m'en offrir. À moins de 100 mètres du prêt-à-porter de Patrick, voici Jeanne. Aussi ancienne dans la zone que Patrick. Elle vend à manger devant ce bar depuis environ 9 ans. Ici, le prix du plat varie entre 500 et 1000 francs CFA. Ses clients ne sont pas si exigeants que ça. Mes clients mangent un peu de tout. Comme aujourd'hui, j'ai fait le haricot blanc, le couscous de manioc, le riz sauce arachide. Hier, j'ai fait le condré. Mes menus varient selon les jours. Le lundi, j'ai fait le coquille. Je fais le couscous de maïs avec la sauce gombo et le riz. Le riz ne manque pas. Le mardi, je fais le condré, je fais le râpé et le riz. Le mercredi, je fais le couscous de manioc, parfois le haricot ou le pomme pilée. Le jeudi, je fais le ndolé, le couscous avec la sauce jaune. Le vendredi, je fais le haricot, le râpé ou le héros. Le travail, c'est la santé. Parlant justement de héros, cette vendeuse ambulante en a fait sa spécialité. À l'inverse de Jeanne, elle se déplace pour servir ses clients. Joséphine fait exactement la même chose. Elle va de bureau en bureau pour proposer ses barquettes de fruits. Elle a déjà fidélisé plusieurs clients chez qui elle fait des livraisons quotidiennes. Dans cet univers fortement concurrentiel où chaque minute est précieuse, il faut courir pour satisfaire le maximum de clients et surtout les fidéliser. À l'opposé de ces Camerounais qui recourent à des restaurants de rue pour manger à midi, d'autres vont dans les restaurants d'entreprise. C'est le cas ici au restaurant Le Premium. Logé au rez-de-chaussée de l'immeuble de l'émergence, bâtiment abritant le ministère des Mines et les services de plusieurs autres ministères, un buffet est ouvert tous les midis. Il faut débourser au minimum 5 000 francs pour y manger. Un montant
que la plupart des Camerounais moyens ne peuvent se permettre de dépenser tous les jours. Ainsi va le midi du ventre à Yaoundé. L'actualité sanitaire du Cameroun est dominée depuis quelques semaines par le retour d'une pandémie qui frappe durement le système sanitaire à l'heure où la question de la couverture sanitaire universelle est sur la table. Le choléra est de retour et des milliers de cas sont enregistrés dans nos hôpitaux avec des dizaines de décès à l'appui. Le choléra, on ne le dira jamais assez, est une maladie hydrique causée notamment par la qualité de l'eau que nous consommons au quotidien. Et vous allez le constater dans ce reportage que je vous propose de regarder. L'eau est un véritable problème pour des centaines de ménages camerounais. Nombreux sont ceux qui sont obligés d'opter pour un système de débrouillardise pour pouvoir avoir une eau assez propre pour leur consommation quotidienne et pour les travaux ménagers. Cameroun, quand l'eau vient à manquer dans les tuyaux, quand la soif fait parler les Camerounais, c'est un reportage réalisé en mars 2022 à l'occasion de la Journée internationale de l'eau avec Alfred Epaka, Ginette Biban, Franck-Kevin Moussongo et Arnold Ndala à la caméra et bien sûr Richard Mani Ongene au montage. Cette image a fait le tour des réseaux sociaux en ce début d'année 2022 au Cameroun. Alors qu'il est en congé au pays, Nicolas Nkoulou, ancien capitaine des Lions Indomptables, champion d'Afrique 2017, aperçoit deux femmes en train de recueillir de l'eau dans une mare insalubre. On va vous présenter au gardien. Hein. Vous connaissez les mauvais systèmes. Voilà. Choqué par la scène, le Lion Indomptable les invite à puiser désormais de l'eau dans sa propre villa. Oh, merci. Une scène qui traduit le désarroi dans lequel se trouvent divers citoyens camerounais en quête d'eau potable au quotidien. C'est impossible de consommer l'eau qui sort du robinet parce que l'eau sort sale. Donc s'il y a un problème de qualité et de quantité. Ici, en ce moment, il n'y a pas d'eau. De 9h pratiquement jusqu'à minuit, 3h. Il faut attendre 3h, 4h du matin. Donc être un bon musulman pour espérer, si les vins, c'est un pour avoir l'eau qui coule. Comment s'approvisionnent-ils? Quels sont leurs plans B face aux multiples coupures d'eau du robinet? Qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais eu le moindre robinet à la maison? Combien dépensent-ils en moyenne pour contourner la situation? Vendeurs de réservoirs d'eau et autres profitent-ils de ces désagréments? Entre Yaoundé et Garoua, nous sommes allés chercher les réponses à ces questions. Enquête sur ce précieux liquide qui fait couler tant de sueur. Il est 7h. Marie Bandolo, jeune entrepreneur vivant à Yaoundé au Cameroun, se prépare pour une journée de travail. Ce matin, comme depuis quelques jours, elle a un motif supplémentaire de stress. Ses robinets coulent sec. Eau de ménage, eau de toilette, mais également eau de consommation manque à l'appel chez elle ce matin. Marie n'a pas le choix. Sa toilette, elle va la faire avec une eau qu'elle est allée recueillir comme ses voisins à mi-soleil. On était un peu plus bas, on allait à l'école, on disait l'eau est sans inodore, sans saveur et sans colore. Et maintenant, l'eau du robinet est le contraire de tout cela. Nous sommes obligés de mettre dans un autre budget de l'eau qu'on achète. D'où vous voyez les bidons là, ce n'est pas qu'on fabrique ça, c'est qu'on achète l'eau, seulement le stock est grand. Maintenant, ça nous aide également à faire des stocks parce que tout ce temps-ci, il n'y a pas d'eau. Donc, nous ne pouvons pas boire de cette eau. Soit nous allons à Missolé, comme je vous ai dit, parce qu'au moins là-bas, c'est une source, l'eau est potable. Soit nous achetons de l'eau minérale. Cette eau qu'elle trouve bonne,
C'est ici qu'elle la puise. Nous sommes au lieu dit Missolé au quartier Ekounou à Yaoundé. Depuis une dizaine d'années, c'est dans ce point d'eau aménagé que les populations d'Ekounou et ses alentours se ravitaillent en eau. Une eau utilisée tant pour les tâches ménagères que pour la consommation. Il y en a d'ailleurs qui parcourent des kilomètres à pied sans user leurs souliers pour venir recueillir ce liquide précieux qu'ils considèrent comme une bénédiction. Ici au niveau du coron, là. Ah, quand tu n'as pas l'eau, tu vas faire comment? Quand tu n'as pas l'eau chez toi, tu vas faire comment? Tu es obligé de payer le transport pour venir puiser. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui boit n'importe quelle eau, la Sénègue ou bien le robinet. Là, c'est l'eau propre, ça ne fait pas mal au ventre. Maman Caroline, comme l'appellent affectueusement ses clients, a même fait de cette eau de Missolé sa formule magique dans la vente des légumes appelée Ndolé lavé. Je le fais dans cette source parce que ça me permet de vite travailler. Et cette eau, elle est très potable. C'est ce qui fait que mes clients sollicitent parce que quand ils prennent mes légumes, ils n'ont pas de problème. Ils apprécient. C'est bien lavé. L'accès à l'eau, un problème majeur pour de nombreux Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Pour celle de la partie septentrionale, ce problème est vital en cette période sensible où les températures atteignent parfois 45 degrés à l'ombre. Direction Garoua, dans la région du Nord. Nous laissons la partie méridionale où la saison des pluies s'installe progressivement pour plonger dans le Sahel où règne en maître absolu une chaleur intense. Après 24 heures de route, nous sommes accueillis à Garoua par un brouillard épais cachant difficilement la canicule ambiante. 42 degrés Celsius au thermomètre en cette fin de matinée. Direction l'hôtel au quartier Yellois. Premier besoin de la journée, une bonne douche. Problème, depuis 3 jours déjà, l'électricité et l'eau jouent au yo-yo dans cette partie de la ville. Raphaël Siatou, propriétaire de cet établissement hôtelier où nous logeons, est obligé de puiser de l'eau dans des seaux pour nous permettre de prendre une douche. Mais comment vivent-ils sans eau par ces temps de chaleur? Je crois que le Kilimandjaro est en train de faire face, comme tous les autres, parce que ça ne doit pas être quelque chose d'unique, à un problème dans ses activités à cause du problème d'eau. Et comme vous savez, le problème d'eau et d'électricité vont de pair. Ça veut dire que même les gens qui sont dans un réseau normal, aujourd'hui ont un problème parce qu'ils ne peuvent plus avoir cette continuité d'énergie et ça a un impact sérieux sur l'activité que nous faisons au quotidien. Imaginez-vous, nous avons un hôtel qui a des installations modernes. Imaginez un instant, quelqu'un qui doit faire les selles et qui ne doit pas chasser. Je vous laisse voir la suite dans votre subconscient. Pour avoir une vue globale sur l'ampleur du problème, nous avons pris rendez-vous avec Loris Clétadian. Journaliste basé à Garoua, sur sa page Facebook, ce dernier a appelé il y a quelques jours au départ définitif des sociétés distributrices d'eau et d'électricité dans la partie septentrionale du pays. C'est assez compliqué parce que la situation d'approvisionnement en eau s'est un tout petit peu dégradée dans la capitale de la région du Nord. En 5 ans, on est passé d'une situation où on était plutôt bien placé à quelque chose qu'on peut qualifier de catastrophique aujourd'hui parce que il y a la pluviométrie qui n'est pas très bonne et des choses n'ont pas été prévues en amont et les populations se retrouvent un peu comme piégées. Vous voyez Garoua, elle est belle. Il a fallu que des travaux soient effectués ici et pour que ces travaux se passent bien, malheureusement,
il y a eu des quartiers, je vais prendre l'exemple de Soweto au Canada, où le réseau de fourniture a été un peu endommagé du fait de ces travaux d'amélioration de l'accessibilité des populations. Il nous faut peu de temps pour retrouver des populations en quête. Au quartier Soweto, les rues ont été aménagées à la faveur de la canne. L'eau a cessé de couler des robinets depuis 1 an déjà. Ici, c'est à la mosquée An-Our que les populations s'approvisionnent selon un rationnement que gère Saïdou Nana, l'agent de sécurité en place. Là, ici à la mosquée, c'est l'eau de forage que nous utilisons. Et bon, vu la contenance d'eau, il ne faut pas que ça se déborde. Voilà pourquoi on aide souvent la population. Donc ça ne tient pas compte du manque d'eau de la Sénèque. Durant tous ces 2 jours-ci, bon, il n'y a pas l'eau de la Sénèque. C'est là où vous avez vu ces afflux de bidons, tout ça. Nous tous en là, le nyama. Faire la queue devant les seuls points encore fonctionnels ou alors patienter et se faire livrer à domicile. Voilà les 2 options dont disposent les populations à Gao. Pour la livraison, les Maïrois, entendez vendeurs d'eau en langue Hausa, sont au rendez-vous. Encore faut-il pour ces derniers trouver de l'eau. C'est 3 jours aujourd'hui que je n'ai même pas trouvé l'eau. Bon, aujourd'hui qu'il a laissé l'eau un peu. Bon, hier, le matin, il a coupé l'eau à 6 heures. On n'a même pas trouvé l'eau jusqu'à 18 heures. C'est ça. Quand il y a l'eau normale, je gagne même 4 000. Même 4 000, je gagne par jour. Bon, maintenant, là, même, je ne vais pas arriver à trouver même 1000 francs 500. Il faut que je veux te dire la vérité. Disposant jadis d'un réseau de distribution florissant, Garoua a subi avec l'âge le passage de la modernité et les conséquences de l'absence d'entretien de ses points de distribution. Des points comme celui-ci au quartier Katarko qui date des années 70-80. Il y a de cela des années, c'est ceci qui nous servait pour puiser de l'eau ici à Garoua. Bon, tout le monde venait se ravitailler là. Bon, après un bout de temps, ça a cessé de couler. On ne sait pas pourquoi. Les gens sont passés donc à un autre système qui était le système directement des compteurs et servir les gens sur place. Aujourd'hui, on peut se retrouver avec le nombre de compteurs qu'un seul vendeur d'eau peut avoir. Il y a au moins 6 à 7 compteurs placés sur place. Chaque fois, on a des soucis parce qu'il y a des fuites d'eau depuis la couche souterraine là. On a ces problèmes. L'eau qui ressort parfois est rouge, parfois est une eau déjà très sale. On est obligé de passer d'un compteur à l'autre pour fuir les problèmes. Conséquence logique, les Canaries, jadis installés tous les 200 mètres pour permettre aux passants de se désaltérer, sonnent désormais creux. Comme ceux placés devant la boutique de Dina Elinga, cordonnier au quartier Yellois. Avant, bon, chaque jour on mettait de l'eau là, bon, toute la journée. À la fin de la journée, ça finit les matins, on vient, bon, on remplit encore. Mais pour le moment, comme il y a toujours des coupures d'eau là, on n'arrive pas. Vous-même, vous avez vu les 2 Canaries. On peut dire que peut-être ça fait 3 ans qu'on n'a pas mis l'eau. Bon, pour moi, à la maison, bon, par mois, je peux dire que bon, je dépense puisque souvent je paye l'eau là, bon, cher, on nous vend cher. Bon, des fois à 6 000, des fois à 8 000. Ça dépend. Ça dépend. Puisqu'il y a des jours, bon, il n'y a pas l'eau, on passe comme ça, il n'y a pas l'eau à la maison. Et quand il n'y a pas l'eau à la maison? Mais quand il n'y a pas l'eau à la maison, mais il y a les puits au quartier qu'on se débrouille tout juste pour se laver avec. Mais boire, c'est difficile. Face à ces nombreuses difficultés, c'est donc naturellement qu'on se tourne ici vers des plans B, comme les forages à motricité humaine ou alors les forages électriques qui pullulent dans la ville. Je dois vous dire que le plan C, c'est la capacité extraordinaire de l'être humain à s'adapter à son environnement parce qu'il n'y a que ça qu'on peut expliquer. Vous vous rendez compte qu'au mois de mars, dans lequel nous sommes, mars, avril, mai,
nous avons des températures ici qui montent jusqu'à 45 degrés. Aujourd'hui, nous sommes à 42, 43 parce qu'il y a la brume sèche qui couvre les rayons du soleil, mais nous montons à 45 degrés à l'air libre. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être dans une maison. Nous frôlons les 50 degrés, alors nous n'avons ni eau ni électricité. On souffre. En temps normal, la consommation d'eau et d'électricité peut représenter jusqu'à 75% de notre activité au quotidien. Nous devons laver les linges, nous devons faire le ménage, nous devons utiliser l'eau pour tout autre truc, pour le bain, pour l'eau de toilette et autres. Mais quand on n'en a pas, on est obligé de créer des sources additionnelles. Et chaque fois qu'on ne peut pas être dans ce réseau normal, qui est le réseau Camwater par exemple, nous avons préféré le faire en créant un forage. Quand vous le créez, c'est des coûts additionnels que vous avez. Mais même quand vous le créez, si vous pouvez encore fonctionner avec l'énergie d'Eneo, c'est une bonne chose. Mais quand vous êtes encore privé de l'énergie, c'est une double dépense que vous faites. Donc aujourd'hui, je crois que sur le plan de la rentabilité, il y a notre bénéfice ou notre chiffre d'affaires amputé au moins de 60% de ces charges-là. Retour à Yaoundé. Si ici, les forages sont également de plus en plus présents dans les domiciles, les difficultés d'approvisionnement en eau potable ont fait naître une nouvelle économie. Au quartier Olézois, s'est développé depuis quelques années un espace commercial dédié à la vente de ces ustensiles de stockage. Un secteur économique ayant ses particularités. Chacun qui s'approvisionne par rapport à ses besoins. Bon, quand quelqu'un a par exemple des halos de Camwater chez lui, peut avoir besoin juste peut-être des petits récipients pour prévoir les coupures. Bon, il y a des gens qui ont déjà qui font plutôt les forages ou les puits aménagés. Là, ils ont besoin par exemple des grandes contenances pour réaliser, pour faire des châteaux, pour faire des grandes réserves. Donc pour ne pas avoir la peine de tirer l'eau bien, d'utiliser la pompe pour l'alimentation chaque fois. Ici, oui, bon, les citernes sont un peu plus sollicitées, les fûts quand même. Pour les réserves, c'est tout le monde qui a besoin des fûts. Ce qui est vraiment régulier ici, là, que les clients sollicitent vraiment beaucoup. Il y a l'italien. C'est ça qu'on appelle l'italien. Ça vient une fois avec son raccord. Oui, le cubiténaire, beaucoup de gens sollicitent pour aller au chantier. Parce que comme tu mets ça en haut pour laver, ça, c'est pas facile. Et ça se vend entre ces variétés de 50 000 jusqu'à 60 000. Un marché qui ne manque pas d'acheteurs. Bon, je suis venu acheter un cubiténaire, oui, pour usage personnel. Nous faisons recours au cubiténaire par rapport aux coupures intempestives de la CDE. Oui, nous avons tellement ces problèmes-là. Oui. Et par rapport à ces problèmes, les coûts deviennent élevés aussi, ça fait monter les coûts des cubiténaires. Oui, il y a la mauvaise qualité d'eau déjà. Nous mettons l'eau dans les cubiténaires pour les traiter aussi avant la consommation. Des cubiténaires sans lesquels Dieudonné Balgaï aurait eu du mal à faire tourner sa laverie auto au quartier Musassi. On a des réserves que quand l'eau vient, on envoie la réserve, ça remplit avant de commencer à travailler avec. J'ai deux réserves, 2500 et 5000 litres, donc ce qui fait 7,5 litres mètre cube. Oui, ces réserves-là, je peux l'utiliser maximum en 2 jours, hein. Ça ne peut pas dépasser les 2 jours. Donc, quand ça finit comme ça et qu'on n'envoie pas l'eau, on est là en attente, il n'y a pas d'eau et les clients viennent là garer pour laver, on leur dit qu'il n'y a pas l'eau. Et c'est comme ça qu'ils repartent. Eux aussi partent de leur domicile jours et nuits à la recherche des points d'eau potable. Voilà 40 ans que les habitants du quartier Emombo à Yaoundé trouvent du réconfort à cet endroit. Simon Bekono est le promoteur de cette borne fontaine moderne et payante. Il connaît par cœur toutes les anecdotes de l'approvisionnement en eau dans cette zone. Il y a belle lurette, environ 40 ans.
ma mère a obtenu, je peux dire, cette autorisation de la Société des eaux du Cameroun de l'époque pour exploiter cette borne fontaine payante. Alors, je n'ai fait que la relayer dès que j'ai pris ma retraite en 2010. Je suis là chaque matin pour aider les populations, beaucoup plus, pour les aider, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, avoir de l'eau ici, ce n'est pas chose facile. Ici, j'ai deux compteurs. Il y a le compteur de cette borne fontaine et le compteur qui entre chez moi. Alors, la différence entre le prix du mètre cube d'eau est énorme. Je peux dire que ça passe du simple au double. La borne fontaine payante, on tarifie le mètre cube d'eau à presque 190 francs. Tandis que l'eau à usage domestique est tarifiée, je pense, à 360-65 francs le mètre cube d'eau. Comme j'habite ici, il n'y a pas d'horaire fixe. Il est bien sûr vrai que quand je dors, on ne peut pas venir déranger le vieux. Mais cependant, le matin, dès 6h, 6h30, c'est déjà ouvert. Je peux fermer à midi pour me reposer un peu et reprendre dans l'après-midi. Mais comme il n'y a pas d'affluence, il suffit qu'un usager se pointe qui a envie de puiser de l'eau. J'envoie un enfant ou si je suis moi-même indisponible pour venir l'aider. D'après le groupe de la Banque africaine de développement, l'objectif du gouvernement camerounais était de porter le taux d'accès en eau potable de 45% à 80% en 2015 et le taux d'accès à l'assainissement de plus de 13% à 60%. Le tout selon le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. En 2022, au moment où nous tournons cette enquête, cet objectif de développement a-t-il été atteint? Pas vraiment, selon ce citoyen camerounais très actif sur les réseaux sociaux. Pour le simple citoyen que je suis, j'estime que c'est une question, on va dire, honteuse. Parce qu'en 2022, pour une ville moderne, la question de l'eau devait être résolue. Lorsqu'on coupe l'eau, lorsqu'il y a rupture ou alors interruption de la distribution de l'eau, ça devait être un événement. Mais c'est devenu un truc banal. Que les mamans n'aient pas l'eau peut-être pendant 2-3 jours, c'est banal. Donc ça ne dérange plus les gens. C'est plus un événement, c'est qu'on fasse 2-3 jours sans eau. Le voici dans son quartier Emombo 2e à Yaoundé. Ernesto Yéné est connu sur Internet comme étant l'un des fervents défenseurs des droits des consommateurs camerounais. Et le droit à l'eau, il ne blague pas avec. Comme beaucoup de ses concitoyens, ils se sont frustrés de devoir parcourir des kilomètres à pied ou de débourser d'énormes sommes d'argent pour s'approvisionner en eau potable. Pour lui, cette situation est inadmissible. Cette question de l'eau, on a même organisé une mobilisation qui s'appelle la plus longue file d'attente de l'eau, où on voulait démontrer aux gens que c'est une question qui dérange. Imaginez les maisons, on va dire modernes, qui doivent utiliser l'eau courante, soit pour chasser au WC, soit pour consommer. En quantité, il y a un problème, même en qualité, il y a un problème. L'eau a une couleur. L'eau que nous consommons a déjà une couleur. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est une corvée pour les enfants aussi. De l'aide. Ceux qui sont en quête d'eau potable en ont besoin en longueur de journée dans tous les coins du pays. Ils ont ardemment besoin d'aide financière pour s'acheter des filtres à eau ou de l'eau minérale en cas de coupure d'eau ou encore quand le forage est douteux. Dans un contexte où la majorité de la population mondiale vit avec moins de 2 $ américains, soit moins de 1000 francs CFA par jour selon les Nations Unies, pas évident de s'offrir ce luxe-là. Et quand les règles d'hygiène liées à la consommation d'eau potable ne sont pas au rendez-vous, divers risques de santé peuvent s'inviter. Typhoïde, amibes, diarrhée, choléra, la liste est longue. Soit nous allons à Missolé, comme je vous ai dit, parce qu'au moins là-bas c'est une source, l'eau est potable. Soit nous achetons de l'eau minérale.
Mais ça, là, ça nous permet juste de faire la vaisselle, la lessive, de cuisiner, après avoir bien sûr javelisé, avant de continuer à faire ce qu'on a à faire. Et prendre également un bain après avoir javelisé, parce que nous, les femmes, vraiment, on n'est vraiment pas très bonnes. Selon le site l'urgentiste.com, tenu par la journaliste Olive Atangana, 55 personnes sont décédées du choléra durant les 5 derniers mois au Cameroun. Au 10 mars 2022, poursuit la même source, la situation épidémiologique faisait état de 1888 cas notifiés pour 24 districts de santé touchés et un taux de létalité de 2,96%. Il ne faut pas être sorcier pour comprendre que le choléra est une maladie de la saleté. Comme on le dit un peu de manière triviale, le choléra est une maladie de la saleté. Mais c'est surtout un problème d'absence d'eau potable. Les Camerounais n'ont pas accès à l'eau potable. Donc il est difficile dans ces conditions-là d'avoir un minimum d'hygiène. L'une des règles édictées pour lutter contre le choléra, par exemple, c'est se laver les mains. Alors comment vous allez demander à des populations de se laver les mains quand il n'y a pas déjà l'eau? Se laver les mains, et on précise avec l'eau coulante, c'est-à-dire que vous ouvrez votre robinet et puis vous lavez les mains. Alors disons que depuis la résurgence de l'épidémie en fin octobre 2021, on observe une certaine évolution de la situation épidémiologique parce qu'on est parti sensiblement de 2 régions en épidémie aujourd'hui à 6 régions. Donc vous voyez bien qu'en 5 mois, on a près de 2000 cas, on a plus de 55 décès, on a une vingtaine de districts de santé en épidémie, on a plusieurs régions en situation où l'épidémie est active. Donc avec la région de l'extrême du sud-ouest qui continue à être le foyer de l'épidémie au Cameroun. Au bout du compte, s'approvisionner en eau potable au Cameroun est un scénario pas facile à écrire au quotidien. Pour les Camerounais, cela constitue un véritable serpent de mer. Eux qui ne rêvent que de pouvoir s'abreuver à une eau de qualité. Depuis le mois de janvier 2022, le Cameroun est confronté à une inflation sans pareille. Une flambée des prix de l'ordre de 30 à 40% sur certains produits de grande consommation, ce qui contraint notamment les ménages à se réadapter. Question de faire face efficacement à cette inflation. Comment les Camerounais réussissent donc à joindre les deux bouts? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir pallier à cette flambée des prix? C'est un reportage que vous propose Ginette Biban, Alfred Epaka et bien sûr Franck-Kevin Moussongo à la caméra. Il faut que le gouvernement décide sur ça. Que le gouvernement décide sur ça. Et les contrôleurs là, ils sont les bons contrôleurs. Parce que c'est nous qui connaissons comment ça se passe. Ils ont leur plaque là dehors, que c'est le bon prix. Dès que le contrôleur passe, on dit que non, c'est bon prix. Mais viens donc acheter. Ce n'est pas le même prix qu'on a écrit. C'est le gouvernement qui doit agir. Ce n'est pas le bas peuple. Ils savent déjà que ça ne va pas, que les pauvres n'ont rien. Moi, je supplie seulement peut-être le gouvernement de revoir comment il peut faire pour que les choses redeviennent encore à la normale. Ces complaintes sont devenues depuis quelques mois déjà le lot quotidien des Camerounais. Dans les marchés, dans les rues et sur les réseaux sociaux, c'est la même ritournelle. Produits alimentaires, articles d'habillement et chaussures, logement, eau, énergie, restauration, transport. Le niveau général des prix a progressé de 9% au cours des 5 dernières années selon l'INS, l'Institut national de la statistique du Cameroun. Une augmentation loin pourtant de la réalité du terrain où les prix connaissent une augmentation de l'ordre de 25 à 33% pour certains cas. Une situation qui préoccupe dans toutes les sphères de la société. Le gouvernement du Cameroun le fait régulièrement.
des descentes sur le terrain, des brigades de contrôle de prix, des concertations avec les opérateurs économiques, des interdictions de publier n'importe quelle information liée aux fausses nouvelles sur la vie chère. Il y a aussi des fermetures de certains magasins, de certaines boutiques, comme par exemple des magasins liés à l'augmentation abusive de la vie chère. Nous avons également, et c'est récent, le fait que le gouvernement ait décidé d'interdire l'exportation de certains aliments, comme le riz. Mais les gens se demandent pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi nous n'avons pas commencé ça depuis. Parce que la première expérience de cette boulangerie vert rouge jaune, c'est au comice Ago Passoir de Bolo en 2011. Le président de la République lui-même était de la partie, il a goûté. 4 ministres de ce pays ont goûté ce pain. Ils ont même sorti les pains du four. Et les Camerounais se demandent tout simplement pourquoi est-ce que nous n'avons pas ça chez Amadou, le boutiquier du coin ou la petite boulangerie du quartier. Brutal. Le mot semble faible pour expliquer la crise qui frappe les Camerounais depuis le début de cette année 2022. À peine sortis de la crise de la Covid-19 avec tous ses corollaires, et alors qu'ils sont encore grisés par les effluves savoureuses d'une canne sucrée, où durant un mois, ils ont mis de côté leurs différends et problèmes du quotidien pour communier avec l'Afrique. Les populations ont découvert un beau matin que le prix de la traditionnelle baguette de pain de 160 grammes, qui coûtait 125 francs en boulangerie et 150 francs dans les boutiques du quartier, a brusquement changé. 150 francs dans les rayons des boulangeries et 200 francs en boutique. De quoi susciter de nombreuses interrogations. D'après les chiffres évoqués par l'Institut national de la statistique, actuellement, ou alors en mars 2022, l'inflation se situe autour de 2,9%, contre à peu près 1,8% l'année d'après et à peu près à la même période. C'est dit effectivement que le coût de la vie prend de l'envol au Cameroun. D'ailleurs, d'après même les perspectives de l'Institut national de la statistique, d'ici la fin de l'année 2022, on risque de dépasser le critère de convergence admis par les pays de la CEMAC, qui est celui de ne pas dépasser la cible des 3%. Titulaire d'un PhD en économie, Dimitri Tiakounte est chercheur au REMA, entendez Centre de recherche en microéconomie appliquée de Yaoundé. De plus en plus, les produits se font rares sur les marchés. Pourquoi? Certainement parce que aussi l'état des routes ne permet pas que les marchés soient suffisamment achalandés. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur aussi, il faut aussi avouer que la fiscalité n'est pas toujours aussi aisée. Ce qui réduit les marges de manœuvre en termes de production et qui a une incidence également sur le prix des denrées alimentaires. Pour autant, n'allez pas croire aux théories répandues qui veulent qu'il s'agisse d'une inflation issue des différentes crises internationales. Car même si au niveau international on prévoit une augmentation du coût de la vie, l'impact des crises internationales actuelles est à minimiser de l'avis de Dimitri Tiakounte. Et pour cause, l'inflation actuelle est aussi à mettre sur le dos de certains opérateurs économiques qui créent de façon volontaire des pénuries de certains produits sur le marché, influant ainsi sur les prix de ces denrées. D'après toujours les chiffres de l'INS, la part de l'inflation locale est à peu près de 2,7 points de pourcentage dans l'inflation totale, contre à peu près 0,7, 1,3 pour les produits importés. Il n'est pas aussi à négliger les vendeurs véreux, les distributeurs véreux qui, par le biais de la spéculation, créent la pénurie et par la suite augmentent les prix. Mais aussi de ces vendeurs-là qui, par leur propre décision, augmentent les prix des produits. D'accord. Jusqu'ici, ça semble bien simple et un peu compliqué à la fois. En fait, pour faire simple, si les crises que traverse la planète ont bien un impact, un peu comme la crise en Ukraine qui entraîne une pénurie de blé sur le marché mondial, l'Ukraine et la Russie étant les premiers producteurs et exportateurs mondiaux de cette spéculation, pour les autres produits en revanche,
Il faut comprendre que certains opérateurs profitent un peu de cette situation pour faire grimper les enchères et se faire un peu de blé à côté. Le tout au nez et à la barbe du gouvernement qui essaye tant bien que mal de contenir la crise. La vie chère dont on parle dans cet élément intervient dans un contexte marqué par quelques éléments. Nous avons d'abord la guerre de la Russie, premier producteur mondial de blé, contre l'Ukraine, cinquième producteur mondial de blé. Lorsque deux lions, deux crocodiles de ce genre s'affrontent, évidemment, les pays qui s'y approvisionnent peuvent être touchés et affectés. Il y a aussi le contexte marqué par la relance post-Covid-19. Vous savez, le monde a été affecté par une crise sanitaire et économique sans précédent, à savoir la crise du coronavirus. Cette crise a affecté de multiples économies. Il y a également un autre facteur dans ce contexte, c'est celui de la fluctuation, la variation des prix au niveau du marché pétrolier. Lorsque des économies qui ne vivent pas sur Jupiter ni sur Mars, mais qui vivent sur Terre, ont besoin de pétrole, de carburant, etc., lorsque les prix sont bouleversés dans ce marché-là, les économies sont obligées de se réadapter. Journaliste en service au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Romuald Akwazoé reprend un discours bien connu sur la place publique. Dans une interview largement relayée, le ministre du Commerce avait à son temps suggéré aux Camerounais de changer de régime alimentaire. Une solution parmi tant d'autres, en attendant par exemple que la Russie, qui a promis au président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, la reprise des exportations de blé vers le continent, ouvre à nouveau les silos permettant un hypothétique retour à la normale des prix du pain et autres produits issus de la transformation du blé. La principale solution, c'est une politique de relance ou d'amélioration du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la quantité de biens qu'un individu, vous, moi, qu'on peut acquérir sur un marché avec un montant donné. Ce pouvoir d'achat-là met en évidence deux principales variantes. On a le revenu d'un côté, on a les prix de l'autre. C'est un rapport revenu-prix. Ça veut dire que l'augmentation du pouvoir d'achat dépend positivement des revenus, mais négativement du prix. Bien, prenons la première composante dont on fait parler effectivement, le prix. Pour juguler effectivement cette situation en rapport avec le prix, c'est vrai, le prix imposé, on ne peut rien, parce que le Cameroun, c'est une petite économie ouverte. On ne peut absolument rien. Du point de vue compétitivité, on n'y peut rien. Néanmoins, je pense qu'une politique de plafonnement des prix des produits locaux peut permettre effectivement déjà d'améliorer la consommation des ménages. Assurer la transparence des prix au niveau du marché. Le gouvernement du Cameroun le fait régulièrement. Des descentes sur le terrain, des brigades de contrôle de prix, des concertations avec les opérateurs économiques, des interdictions de publier n'importe quelle information liée aux fausses nouvelles sur la vie chère. Il y a aussi des fermetures de certains magasins, de certaines boutiques. Solution à la vie chère, implémenter la politique d'import-substitution. Vous savez que cette politique-là est importante pour la stratégie nationale de développement 2020-2030, qui est le cadre de référence du gouvernement et de ses partenaires au développement. Pour autant, la solution, s'il en est bien une qui satisfera tout le monde, c'est la relève du pouvoir d'achat des Camerounais. Avec un SMIC à 36 000 francs CFA et des revenus moyens estimés à 65 000 francs CFA, selon les statistiques, les Camerounais étouffent et ont bien du mal à joindre les deux bouts face à cette crise particulièrement brutale. Une autre mesure de revenu, pour ma part, qu'il faudrait que le gouvernement jette un regard, c'est ce qu'on appelle les transferts monétaires conditionnels. Les transferts monétaires. Les transferts monétaires, c'est une approche qui consiste d'abord à identifier les familles les plus vulnérables et de leur transférer un montant minimum qui permettrait de pouvoir recourir à l'achat des denrées alimentaires, des produits de base. La sécurité alimentaire est importante au Cameroun. Le Cameroun est le pays le plus béni des dieux. Nous sommes immensément riches. Si nous prenons le potentiel en ce qui concerne le poisson, par exemple, les études du ministère de l'économie démontrent que le potentiel en termes de pêche dans le barrage de Lompangar à l'est du Cameroun est capable de produire 40 milliards de francs CFA par an. C'est-à-dire que le marché qui se trouve au niveau des pêches. Si nous prenons la viande, nous avons le cas du poulet et du bœuf qui représentent à eux seuls 70% de la production de viande au Cameroun. Si on encadre ce secteur, cela peut lutter contre la vie chère.
Promouvoir les produits locaux et surtout renforcer le tissu productif du pays, c'est également une voie de sortie de crise préconisée par une bande franche des acteurs du secteur de l'économie. Autre solution, l'appui aux agriculteurs de denrées alimentaires. Ou je vais même dire les produits vivriers. Les producteurs font face actuellement à des contraintes dans l'accès aux coûts de production aux intrants, engrais et autres intrants. Je pense que le gouvernement devrait massivement appuyer ce secteur de production des denrées alimentaires. Je n'ai pas envie je vous apprends pas que le Cameroun a une économie fortement diversifiée et qu'elle alimente les pays voisins en matière de denrées alimentaires, la RCA, le Tchad et j'en passe. Et je pense que c'est un atout pour nous, mais il faudra davantage appuyer ces producteurs-là qui font face à de véritables contraintes, aussi bien par les changements climatiques même, qui effectivement enfreignent leur capacité à pouvoir produire davantage, par l'insécurité dont on a parlé, mais également l'état de la route. Soutenir les producteurs, ce n'est pas forcément tu veux donner l'argent, mais également construire des routes qui vont permettre de facilement achalander, approvisionner les produits sur les marchés, mais également ça va réduire les coûts. Parce que la route est mauvaise, les coûts vont augmenter et le prix va en prendre un coup. Selon des statistiques publiées par le magazine Investir au Cameroun, le pays a importé en 2020 860 000 tonnes de blé pour un coût de 165 milliards de francs CFA. Des chiffres qui devaient passer à 900 000 tonnes en cette année 2022 n'eût été la crise en Ukraine et ses corollaires. Une dépendance à l'importation pour cette spéculation qui entre principalement dans la fabrication du pain, pour laquelle un homme, Bernard Ndjonga, a voué un combat acharné jusqu'à son décès le 21 février 2021. L'ingénieur agronome, fondateur de l'ACDIC, l'association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, a longtemps milité pour l'introduction des farines locales dans le processus de fabrication du pain au Cameroun. Ce qui, de son avis, permettrait de faciliter les importations et surtout de favoriser l'essor de la production locale. À l'heure où remontent à la surface les souvenirs de l'assaut des blés et de ces 3000 hectares dédiés à la production du blé dans la localité de Ouazande, dans la région de la Damawa, les idées de cet homme apparaissent comme une éclaircie de plus. Nous avons rendez-vous ce matin au siège de l'ACDIC au quartier Djongolo, lieu dit rue Sépère à Yaoundé. Celui qui nous accueille, c'est Ernesto Yéné. Ancien candidat à la députation dans le département du Mfundi, cet activateur politique poursuit avec ferveur le combat de Bernard Ndjonga. Ce matin, il nous amène à la découverte de la boulangerie Vert Rouge Jaune. Bienvenue à l'ACDIC, Association citoyenne de défense des intérêts collectifs. Vous êtes là dans l'une de nos boulangeries, témoin dans la ville de Yaoundé. Je vous accueille d'abord avec ça. C'est des biscuits à base de fibres de tubercules, 100% fibres de tubercules, made in Cameroun. Dans cette boulangerie, comme vous en avez déjà à Yaoundé, vous avez 3 points à Yaoundé, ça c'est l'un des points. Vous avez ces produits que vous avez devant vous là. C'est du pain et des viennoiseries enrichis là à la patate, manioc, riz. Vous avez même aussi l'igname qui a été revisité là. Donc, et les prix varient, ça va de 100 francs pour ces beignets tressés. Ça, c'est à base de patates. Beignets tressés, vous avez votre baguette à 150 là derrière. Du pain et des viennoiseries faits avec de la farine enrichie à 10% de produits locaux, le concept n'est pas nouveau. En 2021, lors du comice agro-pastoral à Ebolova, Bernard Ndjonga avait fait installer une boulangerie de ce type, démontrant l'importance et l'impact qu'elle peut avoir tant sur les importations de blé que sur le tissu de production locale. Aujourd'hui, c'est à travers 3 points de vente situés dans la ville de Yaoundé que ce concept se déploie progressivement. Au quartier Kondongo, nous retrouvons Guy Marcel Tanga. Boulanger-pâtissier de formation,
Il est celui qui s'occupe de la fabrication du pain et de la conception des viennoiseries pour le compte de l'ACDIC. C'est de ces fourneaux, ici en Kondongo, que partent tous les produits commercialisés dans les points de vente. Cette variété de pain enrichie à la farine de patates, riz, plantain, manioc, igname, soja, entre autres. Ok, j'ai avec moi ici la farine du riz, de plantain, de millet, comme celui-là par exemple. Oui, et la farine d'igname, comme celui-là par exemple. Et la farine de riz, et la farine de plantain. Et ici, le soja, farine de soja. Et on va avoir ici la farine de manioc. Et là, on va avoir le sorgho jaune. Ces farines locales, Guy Marcel les achète dans les différents marchés du pays. Alors, si on passait à la confection de pain, moi-même j'aime ça. Farine d'igname. Ok, c'est votre préféré? Bon, vous faites d'abord une commande. Une commande. 5 baguettes, 10 baguettes. 10 baguettes. Ok. C'est un additif. Ici, c'est un additif pour la souplesse du pain. Et on va ajouter à ça quelques grammes de levure. Vous allez demander pourquoi celui-ci, je ne mesure pas. Parce que je ne vais pas la mesurer. Le temps que la boule se forme, entre 3 à 5 minutes et environ 8 à 12 minutes le temps de préfissage. Je vais solidifier un peu. On prépare le filet qui va accueillir les pâtons. En fait, la matière grasse. Si c'est le beurre, tant mieux. Si c'est l'huile, tant mieux. Donc tout ce qui est comme matière grasse alimentaire, c'est la bienvenue. Ok, là je cherche à avoir un poids de 2 kg 500 g. Ok, là on a 2 kg 500 g. C'est une répartisseuse. Elle a réparti en 20 parties égales de 125 grammes par pâton. Et étant donné que le poids d'une baguette au Cameroun est de 250 grammes pâte fraîche, alors on va la prendre 2. Ah, comme ça, on a 125 par 2 fois 2 et on a 250 grammes. Derrière moi, j'ai un pétrin qui pétrit un sac de farine, ça veut dire 75 000 grammes si on la répartit sur le poids homologué. On a 300 baguettes d'un coup. On va humidifier la pâte pour la préparer à la cuisson, pour qu'elle ne soit pas totalement déshydratée pendant la phase de cuisson. Et là, on va la scarifier. Quelques minutes et notre pain enrichi à la farine d'igname sera prêt et il ne restera plus qu'à la déguster.
Pour ces pains, comptez entre 100 francs pour les boules enrichies à la farine de patate et 200 francs pour les baguettes enrichies à la farine de soja. Des prix attractifs tels que le démontre l'affluence dans ces boulangeries. Illustration avec ce client qui a dû faire preuve de patience avant d'être servi. Tous les matins, je n'aurais pu aller dans les boulangeries classiques pour acheter du pain. Je viens de me rendre ici. Sauf qu'il faut rendre cela fluide. Parce que j'ai attendu, on a dit à partir de 9h, je suis là depuis 9h30 et puis c'est maintenant à 10h30, presque 11h que j'ai réussi à avoir du pain. La famille ne va pas attendre. Il faut donc que les promoteurs de cette initiative s'arrangent à rendre disponible le pain quand il le faut. Les prix sont même très abordables, beaucoup mieux que les prix faits avec le pain du blé. Il faut seulement beaucoup de moyens pour que ces gens mettent le pain à disposition. On met même les deux pains là à côté. J'ai vu, tout le monde va choisir le pain fait localement que de choisir le pain fait avec du blé. Si les consommateurs camerounais le trouvent très bon et en redemandent, l'urgence de promouvoir les farines locales comme solution à la vie chère s'inscrit davantage dans la politique d'import-substitution visant à réduire les importations excessives des produits alimentaires. La question de la production au Cameroun ne doit même pas se poser. Parce que le Cameroun est l'un des pays au monde qui a 5 zones agroécologiques. 5 zones agroécologiques veut dire que c'est des endroits avec un microclimat, un relief particulier pour des cultures particulières. Sauf que pour le Cameroun, nous sommes l'un des rares. Le riz qu'on utilise pour faire le pain là, le riz peut pousser au nord, au sud, au centre, à l'ouest et au nord ou l'ouest. La patate, les gens ont l'impression que la meilleure patate c'est à l'ouest ou au sud ou au centre. Non, la meilleure patate du Cameroun c'est dans la Damawa. Par exemple, vous n'avez pas 2 pays comme ça au monde. Enfin, le peu que j'ai vu, je n'en connais pas. Donc la question, la capacité de production ne se pose même pas. Je ne sais pas pourquoi on va chercher l'import-substitution alors que la production peut être faite localement, à tous les niveaux. C'est vrai qu'on peut entrer dans l'univers des Nike, des Adidas, mais avec nos choses à nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher aussi loin quand nous avons tout sur place. Je vous dis, il n'y a pas un domaine qui échappe en ce moment aux mains des entrepreneurs camerounais qui opèrent dans le Made in Cameroun. La question de la vie chère, c'est la production. Le Cameroun est passé de 700 milliards en 2015 à 1400 milliards en 2020 d'importation, avant le Covid. Donc pratiquement le double. Ce qu'on aurait pu faire, c'était de prendre 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, et booster des filières précises. De quoi tordre le cou à la suggestion du ministre du Commerce sur les habitudes alimentaires de la population. Il faut dire au ministre de réduire les importations, de protéger les produits camerounais, d'aller vers un protectionnisme, d'aller vers un patriotisme économique. Ça veut dire quoi? Que le gars qui se lance dans le Made in Cameroun, qui n'ait pas plus de 40 certifications à passer pour que son produit soit plus concurrentiel de l'extérieur, que lorsqu'il veut vendre dans un supermarché, qu'il ait des avantages que le produit étranger n'ait pas. On fait ça et on doit le faire ici. C'est ce que le ministre du Commerce doit faire. Qu'il enlève le monopole à un clic de 5 à 6 personnes pour ce qui est de la farine de blé et du riz, du lait et autres. Que le ministre du Commerce donne un pouvoir à la Semri de pouvoir étendre le riz du Cameroun au Cameroun. En attendant une sortie de crise pérenne, les initiatives tendant à inciter au chauvinisme économique en promouvant la consommation des produits locaux constituent une bouée de survie pour les Camerounais. Reste plus qu'à développer le secteur agricole pour une réduction de la dépendance à l'importation. Après tout, le Cameroun dispose de terres arables suffisantes, capables d'assurer la production du riz, du blé, du maïs, du sorgho, de la patate, de l'igname, du manioc et autres spéculations pour une autosuffisance alimentaire qui permettra à défaut de tordre le cou à la vie chère et d'en minimiser les effets. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Stratégie que nous avons déroulé depuis le village de l'Unité, ici à l'hôtel de ville de Yaoundé. Un merci particulier à nos équipes techniques pilotées par Alain Gobert-Kwam, notre réalisateur. Retrouvons-nous dans un mois avec le même plaisir pour parler une fois de plus des mutations de l'économie camerounaise. Bonsoir.